Bienvenue à notre 4e saison des Matinées du savoir de l'hôpital Montfort et de l'ISM. On est très, très heureux de commencer notre 4e saison. On a une belle brochette de sujets une fois par mois jusqu'au mois de juin. On commence toujours par, tu sais, les gens habituellement finissent par la cerise sur le Sunday, mais nous, on commence avec notre cerise sur le Sunday. Alors, on commence avec notre premier conférencier. Je crois que le sujet est très, très à propos là, quand tu regardes avec toutes les pénuries de travail, tous les gens, on ne sait plus où c'est rendu. Alors, je pense qu'Alexandre va pouvoir nous aider peut-être à comprendre un peu qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse mieux travailler ensemble. Alors, c'est mon honneur de vous présenter Alexandre. Alors, Alexandre Messager est un professeur bilingue en ressources humaines avec plus de 20 ans d'expérience internationale dans diverses industries, telles que l'hôtellerie, les services et l'éducation. Grâce à son expérience dans le secteur opérationnel et celui des ressources humaines pour des grandes organisations telles que Marriott, Fairmont ou IKEA, il comprend l'importance de fournir des outils et des pratiques aux gestionnaires de ce que ces derniers pourront utiliser de manière concrète et immédiate après chaque formation afin d'accomplir leurs tâches. Il travaille depuis maintenant 2012 à la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa et occupe le poste de gestionnaire ressources humaines et développement du leadership pour le personnel facultaire et clinique. Alexandre est titulaire d'un baccalauréat en sciences de la gestion hôtelière internationale de l'Université du Pays de Galles et un certificat d'études en ressources humaines à l'Université de Cornell. Alors, c'est avec mon plaisir que je vous présente Alexandre. Il a demandé, si possible, de garder les questions à la fin et vous pouvez les écrire dans le chat aussi, puis je pourrai faire la modération. Alors, c'est à toi, Alexandre. Merci beaucoup. Merci de l'invitation et merci à tous d'être présents ce matin. C'est toujours un plaisir de venir à Montfort et de donner cette présentation. Je pense que je l'avais donnée à peu près il y a 3-4 ans. Et on va voir en fait qu'il y a justement, il y a eu des changements. Il y a 3-4 ans, et il n'y avait pas une des générations qu'on va maintenant couvrir, qui est la prochaine génération de vos résidents qui vont arriver. Il y en a qui sont déjà arrivés, mais il y a cette nouvelle brochette de résidents, si on veut, avec des nouvelles caractéristiques qui vont être très uniques et qui vont apporter des nouveaux ajustements qui vont devoir avoir lieu, notamment dans le domaine hospitalier et dans le domaine de l'éducation. Donc, je vais commencer, je vais partager la présentation. Juste un instant, voilà. Si je peux juste avoir, Dr. Pitre, un geste de la main pour voir que la présentation, vous pouvez l'avoir à l'écran. Parfait, excellent. Donc, comme je l'ai dit, la présentation vous sera donnée, donc vous recevrez une copie de cette présentation après cette journée. Donc, libre à vous si vous voulez prendre des notes ou pas. Et je prendrai donc toutes les questions à la fin, parce qu'on a pas mal de matériel à couvrir. Donc, je serai disponible après 9 heures. Donc, s'il y en a qui peuvent rester et qui veulent poser des questions, il n'y aura absolument aucun souci. Ce sera un plaisir d'y répondre à ce moment-là. Donc, l'agenda aujourd'hui, on va parler des 4 générations qui sont présentement sur le marché du travail. On va parler de cela. On va parler des plusieurs stéréotypes et comment travailler justement avec ces 4 générations à la fois, avec les problématiques qu'il peut avoir, mais également identifier les points communs et comment améliorer nos relations de travail. C'est ça qui va être la clé. La première chose que j'aimerais également dire, c'est s'il vous plaît, à la fin de cette présentation, allez pas mettre les gens dans des boîtes et dire, ah ben toi, tu viens de cette génération, alors du coup, toi, tu es comme ça, tu es toujours comme ça, je comprends. Parce qu'on a toujours une tendance à penser que notre propre génération, c'est toujours la meilleure, là, et les autres générations, celles d'avant ou celles d'après, ils sont pas aussi bons que nous. Donc, non, la génération, c'est juste une des caractéristiques qui fait qui une personne est. Donc, on est tous différents, mais c'est sûr que c'est important de savoir d'où on vient. Qu'est-ce qui a fait que la plupart des gens de cette génération sont comme ça ou comme ci? Quel a été justement l'arrière-plan un peu de leur développement qui les ont fait qu'ils ont certaines caractéristiques. Donc, souvent, vous êtes comme ça quand vous travaillez avec des gens qui sont des générations différentes de vous et vous vous dites, oh là là, on me rend fou là, c'est pas possible là. Et puis, je sais pas si on peut prendre vite fait là, s'il y a quelques personnes qui voudraient partager des exemples de où ils sentent justement que de personnes d'autres générations, que ce soit des générations plus jeunes ou des générations plus vieilles qu'eux-mêmes, où il y a des exemples où vraiment ils disent mais je comprends pas, ça fait aucun sens, ils me rendent fou, comment est-ce qu'ils peuvent faire ceci ou cela? Est-ce qu'il y en a qui voudraient partager
un ou deux exemples qu'ils ont justement dans leur interaction au quotidien. Donc, vous pouvez aller, si vous voulez partager, juste besoin de ouvrir votre micro. Ben, moi, je vais partager qu'une des Ouais. difficultés qu'on a maintenant à notre bureau, c'est trouver du nouveau personnel. Puis, en plus d'accepter l'entrevue, il ne se présente pas. Alors, c'est un problème qu'on n'a jamais vu. Alors, on comprend pas trop, là. Ouais, d'accord. Ouais, puis j'ajouterais peut-être que nous, les générations un peu plus vieilles, on sent que les jeunes ont une espèce de nonchalance parfois que nous, on ne comprend pas toujours. Ouais, donc tu peux avoir cette notion des fois, du point de vue de notre génération, on va pouvoir dire, ah ben, ces personnes, ils ont une éthique de travail qui est vraiment bien différente des nôtres. Donc souvent, on va dire, bah, ça, elle est soit mauvaise. Des fois, ça va arriver, par exemple, peut-être ça s'est déjà arrivé. Si vous êtes d'une certaine génération et soudain, un résident arrive et va dire, ah bonjour Lynn, vous n'avez jamais vu là, on n'a jamais travaillé ensemble là. Vous vous attendiez à ce qu'il dise peut-être bonjour Dr. Pete. Et il arrive, première chose, bonjour Lynn. OK. Eh ben, du coup, tout de suite, la première chose qui peut venir à l'esprit, c'est, ah ben, manque de respect total. Quand même, je veux dire, il est où le respect là? Et ainsi de suite. D'où ça vient, d'où c'est venu. Et des fois, ça va être des petites interactions comme ça qui vont nous faire qu'on va tout de suite juger une autre génération. On va mettre des autocollants sur eux. On va mettre on va dire, ah ben, eux, ils sont comme ceci, comme cela. Et il faut apprendre, en fait, savoir d'où ça vient. Et c'est pas forcément des choses qui sont positives ou négatives. On n'est pas vraiment là pour juger, mais on est vraiment là pour comprendre. Et une fois qu'on comprend, là, on peut commencer à travailler ensemble. Donc, on va en discuter de ça. Donc, j'aime bien toujours commencer avec une citation de George Orwell. Chaque génération se voit plus intelligente que celle d'avant et plus sage que celle qui suit. Donc, toujours tendance à penser qu'on est les meilleurs. Et souvent, quand on pense que les gens nous rendent fous, les gens d'une autre génération, il faut aussi se poser la question et se regarder soi-même et dire, si eux nous rendent fous, est-ce que peut-être nous aussi on les rend fous? Donc du coup, il faut aussi savoir, ok, comment est-ce qu'on s'adapte et comment on se rencontre les uns les autres. Alors ce que je vais commencer, donc là voilà les 4 générations qui sont présentement maintenant sur le marché du travail. Donc vous allez voir que les dates peuvent changer en fonction des différents livres ou papiers de recherche que vous lisez, mais voilà les dates en général que l'on va trouver. Donc la génération pour l'instant des enfants du baby boom, 1946 à 1964. Cette génération est la génération qui occupe la plupart des positions de leadership présentement, que ce soit à l'université par exemple, ou que ce soit dans les hôpitaux dans la région d'Ottawa ou de manière générale. Après, on a ce qu'on appelle la génération X, 1965 à 1980. La génération Y, ou aussi connue sous le nom de milléniaux, 81 à 96, et la génération Z, 97 à 2012. Et donc, cette génération Z, ce sont vos futurs résidents, ceux qui vont arriver. La personne la plus vieille de la génération Z a présentement 26 ans. Donc, il y en a qui ont déjà commencé à être là, il y en a qui vont arriver et justement connaître quelles vont être leurs caractéristiques qui vont être uniques ici. Donc, ce qu'on va commencer d'abord, c'est une présentation des caractéristiques de chacune des générations. Et après, on va aller un peu plus dans le détail comment est-ce qu'on travaille ensemble. Donc, la première génération, c'est la génération des enfants du baby boom. Donc, 1946-1964, ils représentent 25% de la main-d'œuvre des gens qui sont sur le marché du travail en Amérique du Nord. Donc, 25%, les événements qui ont marqué leur enfance, leur adolescence, ont été les suivants: l'assassinat de John F. Kennedy, la première transplantation cardiaque, le fait d'avoir envoyé un homme sur la Lune. Bon, là, c'est une autre, après, c'est une pour le côté français, mais c'est également ce qu'on pourrait changer ça avec l'émancipation des femmes. Donc, ça a été des événements qui ont été extrêmement marquants dans leur adolescence, dans leurs années formatives. Et on peut voir que ce sont des événements où on montre que tout est possible, en fait. Transplantation cardiaque, c'est une nouvelle, c'est une première. On peut envoyer un homme sur la Lune, l'émancipation des femmes. Donc, ça a été une époque de bouleversement, de changements qui ont été dans la plupart des changements extrêmement positifs. Et ça a eu un impact sur justement sur cette génération. Et on va voir à travers les mots. La technologie pour eux qu'ils ont connue, c'est oui, la télévision en couleur.
Et oui, avant la télévision, il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas de télécommande. C'est pour ça que les parents avaient des enfants pour envoyer les enfants appuyer sur les boutons de la fameuse télé pour changer les 6 chaînes qu'on avait à l'époque. Donc, voilà, technologie. Alors, les mots, je m'excuse, ça va être en anglais, mais je vais les traduire tout de suite. Voilà les mots qui ont été essentiels, les mots, les messages que cette génération a reçus dans leurs années formatives. D'abord, on leur a dit à cette génération, vous pouvez changer le monde. Et vous pouvez changer le monde et vous pouvez être qui vous êtes. Et donc ça, c'est venu. Pourquoi est-ce que ça, on leur a dit ça? Parce qu'on a réussi à envoyer un homme sur la Lune. Il y a eu l'émancipation des femmes, transplantation cardiaque. Donc tout est possible. Donc pour eux, ils ont grandi dans un monde d'opportunités où si tu travailles fort, tu peux devenir qui tu veux. Tu peux changer tout ce que tu veux. Tu peux atteindre tous tes objectifs. C'est aussi une génération qui est extrêmement compétitive par nature. C'est aussi une génération, la première génération qu'on va qualifier de workaholic ou d'accro au travail. Donc, cette génération, des gens des baby boomers, c'est une génération qui s'est définie elle-même par le travail. Donc, si vous prenez quelqu'un du baby boom et vous leur dites, OK, maintenant, il serait peut-être temps d'aller à la retraite, premièrement, ils vont vous regarder de travers, ils vont dire, écoute, moi, je suis encore en pleine santé, là. Qu'est-ce que tu essaies de me pousser à la retraite, là? Mais également, pour eux, partir du monde du travail serait équivalent à une mort. Parce qu'ils ont, en fait, c'est cette génération-là qui a sacrifié sa vie personnelle pour atteindre ses objectifs professionnels. Et donc ça a un impact, et ça a un impact comment eux voient les autres générations qui vont suivre, qui ne sont pas prêtes à faire les mêmes sacrifices que eux ont fait, ou eux ont dû sacrifier justement tout ce côté personnel pour le travail. Et quand ils voient d'autres personnes d'autres générations qui disent, ouais, mais attends, moi, ce que je veux, c'est plus d'équilibre vie-travail, eux les regardent, écoute, moi, j'ai pas eu d'équilibre vie-travail, pourquoi est-ce que toi, tu aurais le droit à avoir cet équilibre vie-travail, à avoir ta vie personnelle et professionnelle, alors que moi, je l'ai pas eu. Donc là, ça peut créer justement des clashs avec les autres générations. Donc, eux, définis par le travail, très compétitifs, on leur a dit qu'ils pouvaient atteindre tout ce qu'ils voulaient. Aussi, c'est une génération qui est très idéaliste. On voit un peu, ça va avec les événements qui ont marqué leur adolescence. Donc, tout le fait que tout est possible. Encore une fois, l'émancipation des femmes, envoyer un homme sur la Lune, transplantation cardiaque. Donc, un monde ils ont plus une perspective du monde qui est plus optimiste, idéaliste. Et également, pour eux, c'est des gens qu'on leur a dit qui aiment travailler en harmonie. C'est une génération qui préfère travailler en harmonie avec les gens. Donc, c'est une génération, on va voir, qui essaye, lorsqu'elle fait face au conflit, préfère ne pas parler du conflit. Lorsqu'il y a une situation conflictuelle, ils vont avoir tendance à dire, OK, parlons d'autre chose. Donc, ils préfèrent en fait avoir l'harmonie plutôt que d'adresser les zones de conflit, ce qui va poser énormément de problèmes avec d'autres générations qui vont dire, écoute, non, il y a un conflit, il faut en parler. Et ils disent, non, arrête de penser au conflit, pensons aux choses qui sont plus le côté positif. Donc, ça peut, je ne sais pas si également, mais il faut aussi penser que cette génération, ça a été aussi la génération du mouvement, comme on dit en anglais, peace and love. Donc, le monde en paix et d'amour. Un peu, on chante autour du feu et on danse Kumbaya et choses comme ça. Et on a fumé un pétard ou on a fumé un joint et du cannabis. Donc, du coup, ils sont plus en paix et en harmonie. Mais c'est une génération qui veut justement travailler tranquillement. On travaille tous ensemble et on travaille en paix. Donc, et quand on va avoir d'autres générations, notamment la génération qui suit, la génération X, qui va dire non, il faut adresser les conflits, c'est là que ça va partir justement avec des conflits potentiels. Donc ça, c'est un peu un résumé pour la génération du baby boom. Encore une fois, ce sont des généralités, ça ne veut pas dire que tout le monde va être comme ça, mais c'est important de savoir d'où ils viennent et comment la société les a formés en deçà. La prochaine génération, donc c'est la génération X. Donc génération X, 1965 à 1980, ils représentent 33% de la main-d'œuvre en Amérique du Nord. Les événements qui ont marqué leur adolescence, leurs années formatives, sont les crises du choc, les crises pétrolières, donc les chocs pétroliers dans les années 70, l'émergence du SIDA. La fin du rêve américain, un peu avec la fin de l'apogée dans l'espace, avec l'explosion de la navette Challenger, et la chute du mur de Berlin. Donc, ça a été des événements qui ont été
à part le dernier, la fin de la guerre froide, ça a été des événements, encore une fois, qui ont été encore plus sur le côté un peu tragique, donc des événements qui sont plus côté négatif que pour la génération du baby boom, plus que pour la génération du baby boom. Donc, qu'est-ce que ça va apporter? On va voir ça dans quelques instants, mais d'abord la technologie qui les a marqués, pour ceux qui s'en souviennent encore, voilà les ordinateurs à quoi ça ressemblait avant. Et il y avait des fameuses, ce qu'on appelait des floppy disks, des disquettes, pas les petites disquettes, mais il y avait les grosses disquettes rectangulaires noires que les gens se souviendront, et peut-être les grosses imprimantes. Donc ça, c'est à quoi ressemblaient les ordinateurs avant. Donc les mots, les messages que cette génération a reçus dans leurs années formatives, c'était d'abord ne compte pas, ne compte sur personne. Ne compte sur personne, pose toujours des questions et sois réaliste. Donc, c'est des mots qui peuvent être un peu plus perçus comme négatifs, comme plus sceptiques. Donc, c'est aussi une génération qui est perçue par les autres générations comme étant une génération qui est sceptique, comme une génération qui voit le verre à moitié vide. Lorsque la génération du baby boom verra le verre à moitié plein, cette génération a tendance à voir le verre à moitié vide parce que ils ont baigné dans un environnement qui était plus défavorable. Et donc du coup, on leur a dit, pose toujours des questions, attention, il faut que tu te protèges, ne compte pas sur les autres, protège-toi, et attention, le monde des bisounours, le monde en rose, ça n'existe pas. Et pourquoi ils ont reçu ces messages et pourquoi ils ont été élevés dans cet environnement-là? C'est une génération qui a connu deux gros chocs, un peu, si on peut dire. Le premier choc que cette génération a connu, c'est qu'ils ont vu leurs parents du jour au lendemain, alors que leurs parents ont peut-être travaillé pendant 10, 15, 20, 25 ans pour la même organisation, ils ont vu leurs parents être licenciés du jour au lendemain, perdre leur emploi du jour au lendemain. Et pourquoi? À cause notamment des chocs pétroliers, des crises énergétiques. Et donc, avec ça, ils ont dit, wow, attends, mes parents qui travaillaient énormément, qui ont sacrifié leur vie personnelle, ils ont travaillé tellement fort et ils peuvent se faire licencier, mettre à la porte du jour au lendemain. Wow, attention là. Moi, je vais me protéger. Du coup, je vais peut-être pas aussi travailler aussi fort que mes parents et sacrifier autant qu'ils ont fait lorsque mon employeur pourrait me licencier et me mettre à la porte. Donc, du coup, il y a cette notion de vouloir se protéger. Parce que avant cette génération, avant, c'était assez commun pour quelqu'un de travailler dans la même organisation du début de ses 18 ans jusqu'à ses 60 ans et de prendre la retraite. Ça, c'était normal. Mais avec les chocs pétroliers, les crises énergétiques, ça a été un changement là et l'augmentation des licenciements. Donc ça a été le premier gros choc que cette génération a connu. Donc du coup, ils ont dit attention, il faut se protéger. Je peux pas m'attendre à ce que je vais travailler pour la même entreprise pour le reste de ma vie. Le deuxième événement marquant pour cette génération, ça a été l'augmentation, à partir de ces années-là, l'augmentation du nombre de divorces. Donc, du coup, la cellule familiale et le fait que papa et maman ou les deux parents soient mariés pour le reste de leur vie, ben, du coup, ils ont vu ça, que ça pouvait exploser du jour au lendemain. Donc, encore une fois, il faut être réaliste. Ça ne veut pas dire que les choses vont aller du début à la fin. Ça peut prendre fin à n'importe quel moment. Donc, du coup, pour eux, ils voient le message que, attention, non, les choses ne sont pas éternelles. Il peut avoir, ma famille peut du jour au lendemain un peu disparaître, si vous voulez. On peut perdre son travail du jour au lendemain. Donc, c'est sûr ils ont eu un point de vue, une perspective qui peut être plus sceptique que d'autres. Est-ce qu'on va mettre le mot sceptique? Est-ce qu'on peut utiliser le mot réaliste? Ça dépend un peu de quel point de vue de génération on va se poser. C'est aussi une génération qui est très indépendante. Donc, ils sont habitués eux-mêmes à travailler plus de manière autonome et ils sont indépendants. Et pourquoi ils sont indépendants? Parce que c'est également la première génération qui a commencé à avoir une augmentation où les deux parents travaillaient. Et du coup, quand cette génération rentrait de l'école, eh ben, ils rentraient de l'école, ils rentraient à la maison, il y avait personne, ils faisaient leur goûter et puis après, ils commençaient leurs devoirs et leurs parents rentraient à la maison vers 5 heures ou 6 heures. Et du coup, ils devaient être beaucoup plus autonomes que dans les autres générations, car la génération du baby boom, en général, il y avait encore au moins un parent qui était à la maison. Eux, ils rentrent de l'école, ils doivent faire les choses eux-mêmes, par eux-mêmes, beaucoup plus d'autonomie, d'indépendance. Et ça, on va le retrouver au travail où les gens de cette génération ont une tendance à vouloir travailler plus de manière autonome, moins de supervision,
Les gens de la génération X, en fait, détestent être micro-gérés, hein, et ils détestent ça. Donnez-moi mon indépendance, mon autonomie pour faire mon travail. Et puis, le dernier mot qu'on peut utiliser, c'est ils préfèrent des relations ou des relations entre les gens qui sont plutôt informelles plutôt que formelles, et ils n'aiment pas les grosses formalités et ainsi de suite là-dessus. Donc là, c'est un peu un résumé pour la génération X. Ok, maintenant les milléniaux. Donc les milléniaux, ce serait plus maintenant les résidents que vous avez eus depuis à peu près une dizaine d'années, mais également vos cliniciens plus juniors, donc 1981 à 1996. Donc c'est la génération qui est le plus présente, qui est la plus présente maintenant sur le marché du travail avec 35%. Donc la génération X c'était 33, les milléniaux c'est 35%. Les événements marquants pour eux, ça a été la fusillade de Columbine aux États-Unis. Pour ceux qui se souviennent, la deuxième une, en fait, que vous voyez là, c'était, moi, j'avais complètement oublié ça. En fait, c'est ce qu'on appelait en anglais le Y2K, où tout le monde pensait que ça allait être la fin du monde le 1er janvier 2000 parce que les ordinateurs n'étaient pas programmés pour avoir un double zéro à la fin. Donc, je sais pas si les gens se souviennent de ça. En fait, ouais, c'était la grosse crise, là. Tout le monde avait fait ses courses et tout et avait des rations de nourriture à pas en finir. Donc, on a eu ça. Ils ont également, bien sûr, le 11 septembre et l'élection de Barack Obama. Donc, un peu aussi, hein, il y a ce côté un peu encore d'angoisse, mais avec un peu à la fin, avec la une de Barack Obama, avec aussi des opportunités justement de changement dans le monde. Internet, hein, avant ça ressemblait à ça, c'était Netscape, les fameux Internet, si vous vous souvenez qu'il fallait utiliser le téléphone et du coup personne ne pouvait téléphoner quand vous utilisez Internet, et l'Internet qui était extrêmement lent par rapport à aujourd'hui. D'accord, vous montrez ça à vos enfants et choses comme ça, ils disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air un truc de dinosaure, là, c'est la préhistoire. Et oui, c'était comme ça. Donc les mots pour eux, les messages qu'ils ont reçus. Donc les messages qu'ils ont reçus, c'est on leur a dit, écoute, tu es spécial, tu es unique. Tu es très fort dans un sens. Donc, on leur a donné un peu un sentiment qu'ils peuvent changer un peu comme les baby boomers, un peu qu'ils peuvent changer le monde, vraiment qu'ils sont uniques. Et donc, des fois, ils vont venir et travailler des fois dans des environnements où ils vont dire, où ils vont arriver comme, OK, moi, je suis spécial, je suis fort. On m'a toujours dit dans ma vie que j'étais fort, que je pouvais changer les choses. Et d'où est-ce que ça c'est venu? En fait, ça c'est venu que donc c'est pas eux qui arrivent quelque part et disent par exemple pourquoi tu me donnes pas assez de reconnaissance? Pourquoi tu me montres pas que en fait moi je suis quelqu'un de spécial, que je peux apporter énormément? Des fois les gens des autres générations disent mais qu'est-ce qu'ils ils pensent qu'ils ont droit à tout. Il y en a même qui vont dire, ah ben, les milléniaux, vraiment, ils sont gâtés pourris, ils pensent qu'ils doivent toujours être récompensés, choses comme ça. C'est pas les milléniaux qui décident tout de suite, OK, ben, moi, je dois être récompensé, et ainsi de suite. C'est pas eux qui ont décidé comme ça. C'est l'environnement dans lequel ils ont été élevés qui a fait qu'ils ont certaines attentes que d'autres générations vont percevoir comme étant des attentes qui sont irréalistes ou négatives. Et d'où ça c'est venu? Alors, les milléniaux, en fait, ça a été la première génération où on a commencé à voir que maintenant, de manière constante, les deux parents travaillent. Et également, la première génération, on a commencé à voir que le nombre d'enfants par famille diminue. Où avant, peut-être, on avait 3, 4 enfants par famille. Avec les milléniaux, on est plus passé à un enfant ou 2 enfants par famille. Et maintenant, avec les deux parents qui travaillent, ce que ça a donné, c'est que les deux parents, il y a eu plus d'argent dans le foyer familial et moins d'enfants. Donc, l'enfant pouvait être un peu plus choyé. Et aussi parce qu'on a vu que les deux parents, vu qu'ils travaillaient, se sentaient que maintenant, ils pouvaient seulement passer peut-être 1 ou 2 heures par journée avec leur enfant. Donc, ils préféraient créer des moments qui étaient plus des moments de reconnaissance, des moments de fun, plutôt que des moments de réprimande et d'éducation. Des fois, ils ont voulu toujours créer ces moments qui étaient spéciaux, qui étaient uniques, choyer et protéger leur enfant. Et les parents ont voulu également protéger leur enfant, non pas de manière malsaine, mais parce qu'ils ont voulu créer un meilleur avenir pour leur enfant que ce que eux avaient vécu dans leur adolescence. Donc, ils ont énormément protégé et on a vu un peu émerger ce terme peut-être que vous avez entendu, on utilise en anglais, mais même en français, c'est le mot de parents un peu hélicoptère qui protège justement les enfants.
Et ce qu'on a vu, c'est qu'avec cette bonne idée de vouloir protéger l'enfant, malheureusement, les milléniaux sont la génération qui est la moins résiliente des 4 générations qui sont sur le marché du travail. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas résilients, je dis qu'ils ont un degré de résilience qui est moindre que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont été moins, ils ont dû faire moins face à l'échec. L'échec, la culture de l'échec ne leur a pas été enseignée aussi tôt que dans les autres générations. Et des exemples de ça, on en voit un peu partout, et ça a commencé notamment, par exemple, on prend des exemples. Lorsque des gens des milléniaux vont aller à un événement sportif ou vont aller à n'importe quelle compétition, ils recevaient déjà une médaille ou un trophée juste pour venir. Juste le fait d'être enregistré à la compétition, ils recevaient une médaille. Alors que les autres générations, comme les baby boomers ou la génération X, ils disent, bah, si t'es pas dans les 3 premiers, t'as pas de médaille. Là, tu as juste besoin de t'enregistrer et tu reçois ta médaille. Donc, il y a tout de suite cette gratification qu'ils recevaient. Deuxième, donc, il n'y a pas vraiment d'échec. Donc, ils n'ont pas fait face à l'échec. Deuxième exemple où il n'y a pas eu vraiment cette culture de l'échec, ça a été la première génération qui, au niveau scolaire, donc quand je parle de niveau scolaire, je parle à l'élémentaire et au secondaire, où on a pratiquement supprimé le fait que des gens redoublent ou doivent refaire leur classe s'ils n'ont pas réussi. Donc, disons, à la fin de l'année scolaire, c'était assez commun pour la génération précédente, X et les baby boomers, que 3 ou 4 personnes devaient répéter l'année. Mais pour les milléniaux, il n'y avait plus ça. En fait, tout le monde passe dans un certain sens. Donc, tout le monde passe et peut aller à l'étape suivante. Et on peut voir ça, en fait, que ça continue parce que non seulement il n'y avait pas tout le monde passait à l'école, mais quand ils allaient à l'université, le taux de réussite à l'université était beaucoup plus important maintenant qu'il n'était dans le passé. Et après, si vous mettez ça dans le domaine médical, moi, bon, ça c'est moi et c'est personnellement, mais j'ai été assez surpris et un peu choqué d'apprendre, par exemple, que quand un élève rentre dans la faculté de médecine, pratiquement 99,9% des étudiants à la faculté de médecine, après 4 ans, vont devenir médecins. Il y aura personne va répéter une année. C'est extrêmement rare. Donc, du coup, ils arrivent, ils finissent leurs 4 années à la faculté de médecine et après, ils viennent faire leur rotation en tant que résident et là, en tant qu'interne. Et là, soudain, des fois, certains d'entre vous vont leur dire, mais écoute, il faut que tu améliores ceci, tu améliores cela. Et ils vont vous regarder un peu de travers et dire, ben, attends, tu es en train de me dire que je suis en train d'être en échec, là? Parce qu'il n'y a pas forcément eu ces discussions qui ont pris place avant. Donc, ce n'est pas eux qui disent, ben non, mais moi, c'est pas eux qui ont voulu créer ça, c'est leur environnement qui a créé ce sentiment. C'est aussi une génération où, et ça, on le retrouve dans le message en anglais qui dit leave no one behind, on laisse personne derrière. Donc, on accompagne tout le monde et le fait d'accompagner tout le monde, de travailler ensemble, c'est un peu un des points communs où les milléniaux et les baby boomers vont partager ce point de travailler en équipe. On va laisser personne sur le côté, on va s'entraider. Donc, il y a également ce point commun entre milléniaux et baby boomers là, mais on va en parler un peu plus tard. Ils sont extrêmement ouverts d'esprit. Les milléniaux, pour eux, ils sont habitués à travailler dans un environnement qui est très diversifié, international. Donc, le plus accès à l'international, le mieux ils vont se sentir. Également, c'est la génération qui est la plus instruite. C'est la génération qui aura passé le plus de temps dans le niveau, qui aura eu les meilleurs diplômes et dans la plus haute éducation de toute autre génération. Donc, extrêmement intelligente ou extrêmement éduquée, je devrais dire, ce qui fait qu'ils ont une très forte confiance en eux. Et pour eux, ils sont également en train de changer, et ils ont changé déjà l'environnement de travail, où pour eux, ça ne devrait plus être une question de combien d'heures on travaille, mais plus, ne me juge pas sur le nombre d'heures que je travaille, juge-moi sur la qualité de mon travail. Donc, si tu me dis, et c'est pour ça des fois qu'il peut y avoir des incompréhensions avec d'autres générations,
c'est que, et c'est arrivé, je ne sais pas si c'est arrivé à Montfort, mais je sais que définitivement que c'est arrivé à CHIO et à TOH, où un de vos collègues va dire à un résident, voilà ce que tu dois faire aujourd'hui. Le résident fait toutes ses tâches, et une fois qu'il a fini toutes ses tâches, alors qu'il lui reste peut-être 2 heures dans son quart de travail, décide de partir. Parce que il a fait toutes les tâches qui ont été finies, et pour lui, c'est normal, tu m'as dit de tout faire, j'ai fait tout, je peux y aller maintenant. Donc, des fois, il y a aussi cette incompréhension, le fait de ne pas se reconnaître dans le fait de devoir travailler des quarts de travail. Maintenant, je dis pas, bien sûr, je dis pas que c'est pour tous les milléniaux comme ça, mais on voit des tendances qui existent là, et on en parlait justement sur quels impacts ça peut avoir sur le recrutement après de nos futurs médecins, car il y a une grosse problématique qui s'en vient, qui est en train de s'en venir. Donc là, c'est un peu ce qu'on peut dire sur cette génération des milléniaux. Et puis la nouvelle qui arrive, où la personne la plus âgée pour l'instant a 26 ans. Donc vous avez déjà quelques résidents qui sont de cette génération, et les autres vont commencer à s'en venir. Donc ils représentent 7% de la main-d'œuvre en Amérique du Nord. Les événements qui ont été marquants pour eux, en fait, vous allez voir que ce sont que des événements qui sont négatifs. C'était la crise financière en 2008, l'explosion du cyberharcèlement, la crise environnementale et bien sûr comment échapper à la pandémie du Covid. Donc des événements beaucoup plus dans le négatif. Également, c'est la première génération qui ne connaît pas un monde en paix. Pourquoi? Parce que pour eux, le monde, ce n'est pas où ils vivent seulement, ce n'est pas la ville où ils vivent, ce n'est pas le pays où ils vivent. Pour eux, leur monde, c'est le monde global. C'est Internet, donc c'est accès à tout. Et puis pour eux, ils voient du terrorisme qui arrive tous les jours parce que c'est soit à la télé, soit à l'ordinateur, soit partout. Donc, pour eux, il n'y a pas de monde en paix. La notion de ce monde en paix n'existe pas. Bien sûr, la technologie, pour eux, c'est les médias sociaux. C'est la première génération également qui est pratiquement née avec une tablette dans les mains. Et en fait, vous allez voir que, et on va en discuter, c'est que la tablette, le téléphone portable est en fait une extension d'eux-mêmes. Donc, en fait, il y a aussi des livres qui ont été écrits et des études justement que pour eux, leur téléphone portable est un peu leur deuxième cerveau. Si vous l'enlevez, vous enlevez une ressource et du coup, il va avoir des frictions qui vont s'opérer. On va en discuter dans les prochains. Donc, pour eux, les mots formatifs, les mots qui les caractérisent, d'abord, il y a une énorme volonté de prendre contrôle d'eux-mêmes. Je vais prendre contrôle de ma vie. Donc, c'est moi qui contrôle ce que je veux faire. Donc, tout de suite, pour eux, je vais choisir avec qui je veux travailler. Je ne travaille pas pour vous, je travaille avec vous. Et attention à cette nuance. Ils ne veulent pas travailler pour quelqu'un, ils veulent travailler avec quelqu'un. Donc, il y a aussi cette notion de plus égalitaire d'un point de vue. Donc, pour eux, la hiérarchie devrait être plus quelque chose de plat plutôt que vertical, donc plus horizontal que vertical pour eux. Ils sont prêts à travailler énormément d'heures, mais pour eux, je travaille, je dois être rémunéré en conséquence. Donc, le fait de stages non rémunérés, ça n'existe pas pour eux. Ils ont dit, OK, peut-être vous, les milléniaux, vous avez fait des stages non rémunérés et vous êtes fait avoir là. Pour nous, là, un stage où moi je travaille, je dois être rémunéré. Donc, travail dur, ils prennent contrôle de leur vie parce que pour eux, c'est le seul moyen, en fait, de réussir à atteindre leurs objectifs, c'est de prendre le contrôle. Le meilleur exemple, en fait, c'est quand on pense à la crise environnementale et à Greta Thunberg. C'est les jeunes qui veulent prendre contrôle parce qu'ils disent, les autres générations ont échoué pour protéger notre planète. Donc, c'est à nous de prendre le contrôle maintenant et de réaliser les choses pour nous. Pour eux, ils sont habitués à toujours avoir, donc, comme je disais, en anglais, on dit digital native, d'avoir un accès justement au téléphone portable, aux tablettes. Pour eux, il y a toujours une application qui est là, qui existe pour pouvoir les aider. Donc, c'est assez intéressant. Et ils ont également une approche pour eux du monde qui est très entrepreneuriale. Donc, pour eux, leur modèle référent, c'est Uber. C'est donc Uber, c'est Airbnb, c'est créer des applications où je peux être moi-même mon propre entrepreneur. C'est veut pas, ils vont penser des fois qu'ils peuvent créer leur propre chaîne YouTube, avoir des millions de vues et vivre que de ça.
veut pas, il faut pas oublier non plus qu'ils sont encore assez jeunes, mais c'est un peu leur approche qu'ils ont d'entrepreneur. Et donc, du coup, je prends contrôle de ma vie, je suis un peu un entrepreneur, je dois avoir accès aux informations. Ça va être énorme, ça va être extrêmement difficile un peu de les attirer sur le marché du travail pour travailler de manière dans des organisations qui sont hiérarchiques et ainsi de suite. Donc, en fait, ce qu'on est en train de voir, ça peut également changer, mais pour l'instant, voilà les indicateurs qui peuvent justement poser quelques questions dans le domaine médical, donc dans le domaine hospitalier, mais également dans le domaine de l'éducation. On leur a posé plusieurs questions. La première question, c'est on leur a dit, OK, on vous laisse, tu dois choisir. Soit tu gardes ton téléphone portable et donc accès à Internet, et tu n'auras pas accès à aller à l'université, donc tu n'auras pas accès à l'éducation. Soit on te paye l'éducation, mais tu n'as pas accès à Internet. Qu'est-ce que tu choisis? La grande majorité d'entre eux ont dit, j'ai pas besoin d'avoir l'éducation, j'ai mon téléphone portable, et dans le téléphone portable, je peux avoir accès à Internet, et du coup, je peux avoir accès à toutes les connaissances que j'aurais besoin. Premièrement. Deuxième, cette génération, on est en train de voir, n'est pas très chaude à vouloir poursuivre des études postsecondaires. Ils ne sont pas vraiment prêts et décidés à aller à l'université car ils ne voient pas forcément la validité après de passer un minimum de 4 ans d'études et avoir des dettes lorsqu'ils pensent qu'ils peuvent être leurs propres entrepreneurs ou commencer à travailler déjà à 18 ans pour une organisation et faire de l'argent. Ce que eux vont rechercher, c'est là que par exemple, les universités vont devoir énormément changer leur modèle, c'est que pour eux, ce qu'ils préfèrent, c'est lorsque j'ai besoin d'apprendre quelque chose, je veux pouvoir avoir accès à un module ou si je veux besoin d'apprendre, par exemple, comment faire un compte financier, ben, je vais juste sélectionner un module qui va m'expliquer comment faire un compte financier et je veux pas passer juste toutes 4 ans à apprendre plusieurs choses qui vont pas me servir à grand chose. Donc, du coup, eux veulent avoir plus accès à des modules comme ça. Soit ce sera des modules qui vont avoir accès sur YouTube ou qui peuvent aller à une université où ils vont payer pour un module et avoir accès à ça. Donc, c'est quand j'en ai besoin, je vais apprendre quelque chose. Je ne veux pas juste aller à l'université pour avoir un diplôme. Et ce qu'on est en train de voir, c'est que certaines grosses entreprises aux États-Unis ont décidé maintenant d'engager directement à l'âge de 18 ans des employés, plutôt que d'attendre que ces employés aient 22 ans ou 23 ans et finissent leurs études à l'université. Ils ont dit ces entreprises voient peu de changements entre quelqu'un de 18 ans et de 22 ans d'un point de vue de la maturité. Donc, ils décident de les engager tout de suite à 18 ans et ils décident de pouvoir les former eux-mêmes à leur façon et de leur donner accès justement à leur université interne, à l'organisation, où ils peuvent justement les développer, donner des cours de développement professionnel et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est une solution gagnant-gagnant parce que les générations Z, ils voient un intérêt qu'à 18 ans, je peux tout de suite faire de l'argent. J'ai pas besoin d'être en dette à aller à l'université. Et en même temps, mon entreprise avec qui je travaille me donne accès à un développement professionnel. Donc, c'est vraiment là du gagnant-gagnant. Et on voit également que c'est là aussi on va se poser la question dans le domaine hospitalier. Attention, parce que quand vous pensez qu'un médecin, pour devenir médecin, il faut un minimum pratiquement de 8 ans d'études, minimum, hein, on va s'en dire, hein, 3 ans ou 4 ans d'abord undergrad, après aller à la faculté de médecine. Donc, c'est une génération qui ne veut pas aller autant de temps dans les études. Donc, si on continue à avoir un modèle où il faudra 8 ans pour devenir un médecin, est-ce qu'on va pouvoir les attirer? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Écoutez, si je le savais, si j'avais la recette magique, je serais millionnaire, mais il y a quelques pistes qu'on pourrait explorer. La première piste, en fait, qu'on pourrait explorer, c'est il y aurait peut-être le fait de maintenant, disons que si vous avez besoin de faire une chirurgie, que vous aviez besoin peut-être avant de 5 personnes dans le bloc opératoire pour faire la chirurgie, peut-être maintenant, on aura besoin de 10 personnes pour faire la chirurgie parce que maintenant, les médecins pourront peut-être devenir médecins après 2 ou 3 ans où ils vont vraiment se spécialiser dans quelque chose d'unique. Ils seront vraiment des spécialistes à un niveau de détail où, du coup, on va mettre tous ces spécialistes ensemble pour faire une intervention chirurgicale plutôt que d'avoir des gens qui sont vraiment d'abord généralistes et après spécialisés. Donc, on les mettrait spécialisés. Du coup, on pourrait attirer plus de gens car le niveau d'études serait moins grand. Ça peut être une chose.
Et également, on va voir qu'avec cette génération Z ici, mais également avec les milléniaux qui sont la génération d'avant, ils ne veulent travailler en quart de travail, travailler des journées comme vous travaillez depuis des années, ça marche pas. Ça marche pas pour vous en tant que clinicien parce que vous savez que le nombre d'épuisements professionnels, de burn-out est extrêmement élevé. Vous travaillez 2 heures de fou. Donc, c'est sûr, c'est pas attirant pour personne. D'accord? C'est pas attirant pour vous, mais c'est encore attirant, encore moins attirant pour les autres. Donc, il y aurait éventuellement une tendance. Je ne dis pas que c'est ça qui arrivera, mais c'est quelque chose qui pourrait voir le jour, où il pourrait avoir ce qu'on appellerait parce que la génération Z et la génération des milléniaux, donc celle d'avant, les 2 plus jeunes générations, eux veulent travailler quand ils veulent, d'accord, et aussi où ils veulent. Donc, ils veulent avoir beaucoup plus de flexibilité et travailler quand ils veulent. Donc, du coup, on pourrait penser à une ubérisation de la médecine. Et je suis pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Je suis là juste pour dire ça peut être une réalité. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Disons que par exemple à Montfort, il doit avoir une intervention chirurgicale pour un patient. Et Montfort dirait, d'accord, donc le 15 octobre, il y a une intervention chirurgicale. Voilà le type d'intervention chirurgicale que nous avons. Nous aurions besoin d'avoir 2 infirmiers ou infirmières, 2 chirurgiens spécialisés dans ceci, cela, et puis ils afficheraient ça sur une application Uber Hôpital, si vous voulez, et puis les gens pourraient alors s'enregistrer, les cliniciens pourraient s'enregistrer pour dire, ah ben moi je serai disponible pour venir à telle heure, faire ceci, cela, et ainsi de suite. Du coup, ça répondrait aux besoins des milléniaux et de la génération Z de pouvoir travailler, de choisir quand est-ce qu'ils veulent travailler et où ils veulent travailler dans un certain sens. Ça peut sembler farfelu, ça peut sembler fou, mais je vous appelle à réfléchir. Il y a 20-30 ans, si on vous avait dit qu'un clinicien au Japon serait en train d'opérer un patient aux États-Unis à l'aide d'un robot à des milliers de kilomètres plus loin, on nous aurait dit arrête la science-fiction. Et on sait que ça arrive. On sait que c'est déjà arrivé. Donc, que ce soit bien ou pas bien, le modèle dans lequel vous êtes pour l'instant ne marche plus. De toute façon, on arrive à attirer de moins en moins. Non seulement les années d'études sont trop longues pour les générations qui viennent, mais le fait de devoir travailler quart de travail, ça marche pas. Donc, du coup, moins de personnes travaillent. Donc, du coup, c'est qui travaille le plus? Ben, c'est vous. Si vous êtes baby boomer ou génération X, c'est vous qui travaillez parce que les autres, ils sont pas prêts à travailler autant. Et donc, du coup, le modèle peut pas survivre parce que déjà, vous êtes pratiquement pas tous, mais une grande majorité en burn-out ou à avoir des signes de burn-out et d'épuisement professionnel. Donc, c'est là qu'il va falloir que, au Canada, mais également dans le monde, on revoie la façon d'attirer, justement, parce que le Dr. Pitt le disait, on a une grosse difficulté à attirer les gens. Ben oui, mais les années d'études et les conditions de travail ne répondent pas aux attentes, surtout que les personnes, les générations Z et les milléniaux, eux, comment est-ce qu'ils voient le monde du travail? Ben, ils voient le monde du travail à travers les autres organisations. Comme, qu'est-ce que fait Google? Ben, le fait que Google, je sais pas, il y a la nourriture gratuite, peut jouer au ping-pong, peut jouer au football, il y a des endroits pour prendre la sieste. Il y a beaucoup de compagnies, par exemple, qui vont dire, OK, ben maintenant tu travailles 4 jours, tu es payé 5 jours. Il y a beaucoup de différentes tendances qui vont faire que maintenant, en fait, je regarde le monde du travail à travers les meilleures pratiques qui sont faites. Et si je ne retrouve pas ces meilleures pratiques dans l'endroit où je veux travailler, ben, je peux choisir d'aller ailleurs. Et surtout avec la génération Z qui est beaucoup plus entrepreneuriale, il va dire, OK, ben, ça, il n'y a rien qui marche pour moi, je vais créer ma propre entreprise. Donc ça, c'était un peu en aperçu les 4 générations. Dans les 10-15 dernières minutes, je vais aller un peu sur les différentes thématiques là et après, je vais prendre les questions. Donc, un point de vue de la communication, donc ce que vous allez voir, c'est en haut à gauche, c'est Baby Boomer. En haut à droite, c'est Génération X. En bas à gauche, les milléniaux. Et en bas à droite, Génération Z. Donc, pour les baby boomers génération X, pour eux, les meilleures façons de communiquer, c'est téléphone et rencontres face à face. Pour les milléniaux, c'est email, messagerie instantanée et texte. Et pour la génération Z,
eux, c'est messagerie instantanée, médias sociaux et texte. En fait, si vous commencez à aller voir quelqu'un de la génération Z et vous leur dites, est-ce que tu peux me donner ton adresse email? Et ils vous regardent et puis ils disent, qu'est-ce que tu me racontes, la dinosaure? Parce que c'est fini, en fait. Les adresses email, les courriels, les choses comme ça, eux, ne travaillent plus sur ça. Eux, c'est vraiment tout ce qui est médias sociaux. Et quand vous dites médias sociaux, si vous dites Facebook, vous montrez déjà votre âge. Donc, Facebook, ça n'existe plus pour vous, pour eux, hein. C'est comme si vous parliez de MySpace. Donc, différents médias sociaux, là, ça va en genre TikTok et ainsi de suite. Mais c'est pour ça qu'on va voir l'émergence, en fait, de ce qu'on a vu avec le Covid qui a été accéléré. Je sais pas si Montfort utilise Microsoft Teams également. Mais c'est ça, oui. Donc, c'est ça aussi. On va aller sur Microsoft Teams parce que ça marche bien pour les milléniaux, ça marche bien pour la génération Z. Et puis, c'est là vraiment qu'on va commencer à travailler plus avec ces outils. D'un point de vue du leadership, comment est-ce que le leadership en général des générations du baby boom, c'est un leadership très hiérarchique. Donc, en gros, je suis ton boss, tu fais ce que je te dis. On suit la hiérarchie. En fait, ce leadership, c'est pas les baby boomers qui l'ont créé. Ils n'ont pas décidé de dire, ben, moi, voilà ce que je veux. Moi, je suis le boss, tu fais ce que je te dis, là. Le baby boomer, en fait, l'ont hérité de la génération précédente, qui était la génération des vétérans. Et la génération des vétérans était extrêmement influencée par la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils avaient un style de leadership qui est très, très militaire. Donc, il y a un chef, la hiérarchie, qui a été reproduit par la génération du baby boom. Donc, la génération du baby boom qui occupe maintenant la plupart des positions de leadership au sein de la plupart des organisations aura encore ce style de leadership qui est hiérarchique. Ça fonctionne de moins en moins bien. Pourquoi? Parce que la génération X, oui, ce que eux, ils veulent, c'est pas un leadership hiérarchique, mais c'est un leadership plus de collaboration, travaillons ensemble plutôt que d'avoir une approche qui est, OK, je suis ton boss, tu me dis quoi faire. La génération des milléniaux, pour eux, ça va être plus inclusif. Alors, quelle est la différence entre collaboratif et inclusif? Collaboratif, c'est plus, on va collaborer avec les gens qui sont à peu près au même niveau que nous, de manière plus horizontale, transversale, alors que pour les milléniaux, c'est tout le monde au sein de l'organisation doit être consulté. Que je sois dans une position très junior ou plus senior. C'est un leadership où tout le monde est inclus dans la prise de décision. Et avec la génération Z, on est plus sur un leadership qu'on appelle authentique. En gros, la génération Z va dire, OK, moi, je travaille pas pour toi, je travaille avec toi. Et pour que moi, je travaille avec toi, je veux savoir qui tu es. Donc, moi, je m'en fiche de savoir que vous êtes la directrice, le directeur. Je m'en fiche du titre. Qui es-tu en tant que personne? Par exemple, qui est Dr. Pitre de manière personnelle? Parle-moi de toi et moi, je vais te parler de moi. Et puis, si là, on a des valeurs qu'on partage, on travaille ensemble. Et ils veulent vraiment connaître les gens pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, il va falloir se révéler et partager plus de choses de ce point de vue-là. L'environnement de travail, donc les baby boomers, comme on disait, ils n'aiment pas vraiment parler du conflit. Donc, ils veulent un environnement où, en fait, le conflit n'existe pas alors que le conflit est partout. Mais des fois, ils font un peu la politique de l'autruche et préfèrent ne pas parler du conflit. Pour les générations X, eux, ils veulent un environnement qui est libre de supervision. En fait, vous vous souvenez, ils sont très autonomes, indépendants. Donc, laisse-moi faire le travail moi-même. Je vais le faire. Ne sois pas toujours sur mon cas ou derrière moi en train de regarder ce que je fais. Pour les milléniaux, eux, ils veulent une liberté au travail. Donc, en gros, je peux faire le travail quand je veux. Dis-moi quand est-ce que ça doit être fait. Et puis, moi, je vais décider de le faire quand je veux en fonction de mon propre horaire à moi. Donc, beaucoup moins dans la structure. Ils veulent moins de structure. Et pour la génération Z, pour eux, c'est absolument aucune contrainte. J'ai pas besoin, dis-moi pas où je dois être, quand je dois être, dis-moi juste ce que je dois faire, je le ferai et je le ferai même où je veux. Est-ce que j'ai pas forcément besoin de venir au travail? Bon, ça, c'est un peu différent parce que c'est un peu difficile de faire ça dans le milieu hospitalier, là. Mais eux, c'est un peu à quoi ils s'attendent, c'est libre vraiment de aucune contrainte. Donc, commence pas à me parler de tous les règlements, les procédures, les choses comme ça. Ça fait pas de sens pour moi, je veux pas les suivre. Rapport vie-travail, on a vu en fait qu'il n'y a pas eu de rapport vie-travail pour les baby boomers. Ils ont sacrifié énormément ils ont sacrifié leur vie personnelle pour leur vie professionnelle. La notion d'équilibre vie-travail a commencé avec la génération X, qui a été la première à introduire cette notion.
Le fait qu'ils arrivent à l'avoir, ça c'est autre chose, mais c'est eux qui ont commencé à vouloir justement trouver cet équilibre. Pour les milléniaux, pour eux, ils veulent un travail qui est enrichissant. Donc on a commencé à tout de suite voir avec les milléniaux à la génération Z, c'est en fait si le travail ça me plaît pas, moi je pars. Donc beaucoup plus flexible dans le fait que c'est pas grave pour moi. Et certaines générations vont regarder des fois ils vont regarder un résumé. Si on pense à la génération des baby boom et génération X, s'ils voient un CV ou un résumé d'un millénaire, ils vont dire oh là là, tous les 3 mois tu changes de travail, toi. Attention, c'est pas bien là, il y a pas très bon sur la loyauté. Un milléniaux ou une génération Z va dire ça n'a rien à voir avec la loyauté. En fait, le fait de changer de travail, ça m'apporte beaucoup plus d'expériences diverses et variées. Donc c'est un atout. Encore une fois, c'est une question de perspective. Et puis eux, en fait, pour la génération Z, il va y avoir une complète fusion vie-travail. Donc, comment est-ce que ça va être pour la génération Z? Pour eux, en fait, c'est le travail et la vie qui sont complètement mélangés et imbriqués les uns aux autres. Donc, pour eux, une journée de travail, une journée de travail typique pourrait être, OK, entre 8h et 10h, je vais faire mon travail. De 10h à midi, je vais aller jouer au tennis. Midi à 3h, je vais aller manger et faire une sieste. 3h à 7h, je vais retourner travailler. 7h, 9h, je vais aller prendre un verre avec des amis. 9h, 11h, je vais aller continuer de travailler. Donc, je fais mon travail quand je veux, où je veux, de la façon dont je veux. Et ça, ce sont mes attentes. Et on peut dire, mais c'est complètement fou, ils n'ont jamais. Mais il y a énormément d'entreprises, notamment aux États-Unis, qui commencent à s'adapter et disent, vous le faites où vous voulez. Et on a vu notamment l'émergence maintenant depuis quelques années de ce qu'on appelle le nomadisme de travail, où les gens vont, en fait, des gens vont travailler pour une organisation, par exemple au Canada, et ils vont passer 2 mois en Uruguay, puis après ils vont partir 2 mois en Thaïlande, 2 mois en France. Et tout ça en faisant du travail pour une organisation au Canada qui n'a rien à voir avec le fait qu'ils doivent être en Uruguay, en Thaïlande ou en France, mais eux vont aller d'un pays à l'autre, vont explorer d'autres choses et en même temps faire du travail. Et ça, on voit de plus en plus cette notion de nomadisme de travail là, qui arrive ou qui existe. Donc les types de travailleurs, donc à gauche, nous avons donc maintenant les similarités, les points communs qu'on peut trouver. Donc à gauche, donc, on a la génération X et la génération Z sont vraiment très similaires. Donc, génération X, génération Z, vraiment très similaires. Baby boomers et milléniaux, très similaires entre eux. C'est pas vraiment une surprise parce qu'en fait, la plupart des enfants des générations X sont des générations Z et la plupart des enfants des baby boomers sont des milléniaux. Donc, en fait, c'est un processus qui se répète, tout est cyclique. Donc, la génération X et la génération Z sont plus habituées à travailler de manière autonome et individuelle. Notamment, on voyait ça à l'élémentaire et au secondaire où il y avait beaucoup plus de travaux individuels que de travaux collectifs. Alors, pour les baby boomers et surtout pour les milléniaux, ils préfèrent travailler en équipe. Le point de vue sur la vie, ils ont un point de vue qui est dit plus réaliste. La génération X, génération Z. Et les baby boomers et milléniaux ont un point de vue qui est sur la vie ou une approche de la vie qui est plus idéalistique. Donc, en fait, à gauche, ça pourrait être le verre à moitié vide et à droite, il verrait le verre à moitié plein. Ce qu'il faut considérer, c'est que pourquoi les baby boomers encore sont extrêmement présents sur le marché du travail. Ben, c'est pas parce que les baby boomers, ils veulent continuer à travailler tout le reste de leur vie, ils veulent pas prendre leur retraite, là. Ça n'a rien à voir. En fait, premièrement, quand ils sont encore les baby boomers, grâce à vous, ils sont en excellente santé. Et grâce au progrès de la médecine, ils vont bien. Donc déjà, ils peuvent continuer à travailler plus longtemps. Deuxièmement, on a dit que les baby boomers, en fait, un des problèmes, c'est qu'ils se définissent par le travail. Donc, s'ils ne travaillent pas, il y a vraiment une perte d'identité. Donc, c'est pour ça que c'est assez souvent, on va voir des baby boomers, lorsqu'ils partent à la retraite, la première chose qu'ils vont faire, c'est ouvrir une boîte de consultants pour continuer à travailler. Mais également, ils sont obligés de travailler parce qu'ils ont des contraintes financières. Pourquoi ils ont des contraintes financières? Parce que beaucoup d'entre eux ont perdu leurs économies avec les crises financières, notamment en 2008 ou avec Nortel. Donc, non seulement ils ont perdu leurs économies pour leur retraite, mais également ils doivent s'occuper de leurs parents, car leurs parents, qui sont maintenant peut-être 90 ans, n'ont jamais pensé être toujours en vie à 90 ans.
Du coup, ils n'ont pas économisé pour planifier d'être en vie à 90 ans. Donc, du coup, non seulement les baby boomers doivent s'occuper de leurs parents, de eux-mêmes pour sauver leur argent pour leur retraite, mais ils doivent également maintenant s'occuper financièrement de leurs parents. Mais pour ceux qui ont vu ça, notamment les francophones, ils doivent également s'occuper de leur fils ou de leur fille Tanguy, qui à 35 ans est toujours à la maison, à la poursuite de leur troisième maîtrise. Donc, du coup, maintenant, ils doivent payer pour eux-mêmes, pour leurs enfants et pour leurs parents. Donc, oui, ils sont obligés de rester dans le marché du travail. Ce qui pose énormément de problèmes avec la génération X. Pourquoi? Parce que la génération X a une croissance qui est limitée. La génération X, ça fait des années qu'ils sont prêts. Ça fait des années qu'ils sont prêts à prendre des positions de leadership. Mais le problème, c'est que les positions de leadership ne s'ouvrent pas car les baby boomers sont toujours là. Et ce qu'on est en train de voir, en fait, c'est que le jour où les baby boomers vont partir à la retraite et le jour où ces positions de leadership vont s'ouvrir, ben, la génération X va non seulement va devoir appliquer pour les positions de leadership, mais en fait, elle va devoir appliquer en même temps que les milléniaux vont appliquer. Et les milléniaux, il y a plus de milléniaux sur le marché du travail que de génération X. Donc, du coup, ce qu'on voit, c'est que la génération X va être la génération qui va passer le moins de temps de toutes les générations dans une position de leadership. Car quand il y aura peut-être car sur les 100% de positions qui vont s'ouvrir, 50% va probablement aller à la génération X et les autres 50% va aller aux milléniaux. Donc, ils ont une croissance limitée du fait que il n'y a pas de place disponible dans les positions hiérarchiques ou de leadership. Ils sont perçus comme sceptiques par les autres générations et comme cyniques parce que le verre à moitié vide. Mais en fait, il faut que les autres comprennent d'où ça vient. Ça vient du fait qu'ils ont vu que leurs parents pouvaient être licenciés du jour au lendemain, que en fait l'unité familiale pouvait disparaître également du jour au lendemain, un environnement dans beaucoup de crises. Donc c'est sûr que c'est plus réaliste que sceptique. Les milléniaux, pour eux, ils ne vous respecteront pas en fonction de votre titre. Donc en fait, ils s'en fichent complètement de savoir quel est votre titre. Eux, ils vont vous respecter en fonction de vos compétences. Donc, et attention, les milléniaux, ils sont ceux qui ont eu la plus grande éducation, ils sont passés le plus. Donc, eux ont des attentes très élevées, car ils savent exactement à quoi un leader doit ressembler. Si vous ressemblez pas à ce qu'un leader doit être, ils vont pas vous montrer du respect. Pour eux, vous devez aussi leur donner une reconnaissance continue, parce qu'ils sont habitués à avoir de la reconnaissance en continu, mais que ce soit à l'élémentaire ou au secondaire ou même à l'université. Je dis pas à l'université, on leur donnait des étoiles lorsqu'ils faisaient un bon travail, mais il y avait toujours ce niveau de reconnaissance qui a eu lieu. Donc, quand ils arrivent à travailler dans votre environnement de travail, s'il n'y a pas cette reconnaissance à laquelle ils ont été habitués, ils vont vous regarder et dire elle est où la reconnaissance là? Alors que vous dites, ben non, moi je reconnais quand tu fais quelque chose d'exceptionnel ou que tu fais quelque chose. Et du coup, il va avoir un clash là de pas se comprendre d'où ça vient. C'est pas une question nécessairement de s'adapter à eux, mais il faut expliquer comment est-ce que vous reconnaissez les gens et de quoi ça a l'air. Et ils sont pas habitués à l'échec. On en a parlé déjà, mais ils sont pas également habitués à la rétroaction constructive. Ils sont beaucoup plus habitués à la rétroaction positive. Ça, on en a parlé d'où ça vient. Ça fait qu'il n'y avait pas d'échec. On préférait ne pas parler trop du fait qu'il faut améliorer ceci, mais on se concentrait plus sur les forces et ainsi de suite. Et juste aussi sur ce que j'avais dit, des fois, quand ils vont venir et ils vont vous parler, ils vont dire à Dr. Pete ou ils vont dire Lynn au lieu de Dr. Pete, c'est pas un signe de manque de respect, c'est que dans l'élémentaire, dans le secondaire, leur enseignant leur a toujours dit appelle-moi par mon premier nom. Donc, du coup, quand ils viennent vous voir, c'est normal pour eux de vous appeler Lynn. C'est pas un manque de respect, c'est dans l'environnement dans lequel ils ont baigné. Et puis, je sais qu'il reste une minute. Pour les générations Z, pour une grosse dépendance au TI, comme j'ai dit, leur téléphone portable, c'est une extension d'eux-mêmes. La tablette, c'est une extension d'eux-mêmes. Si vous enlevez ça, vous enlevez une partie de leur identité, donc ça va pas aller. Il y a un manque d'attention aux détails, et pour eux, c'est pas grave. Ils n'ont pas beaucoup d'attention aux détails, mais pour eux, c'est pas grave parce qu'il y a toujours un autocorrect, un correcteur automatique qui existe. Donc, du coup, c'est sûr qu'il va avoir moins d'attention aux détails et des fois, il y a une inversion à la prise de risque. Je vais juste aller sur les derniers. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, n'importe quelle génération d'où on vient, en fait, on veut tous être épanouis au travail.
On veut tous avoir de la reconnaissance, de l'appréciation. On veut tous avoir l'opportunité d'avoir des développements professionnels. Et en fait, on veut tous avoir l'opportunité d'avoir des heures qui sont plus flexibles. C'est de travailler sur ça, mais c'est également pour s'assurer comment travailler ensemble, rappeler quel est l'objectif commun qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre en tant qu'équipe, d'où on vient, quelles sont nos différences, pourquoi on a ces différences. Il faut parler justement de ces différences intergénérationnelles. Et le plus on en parle, le plus on va se comprendre, on va savoir d'où on vient, et comme ça, on peut commencer à créer un plan d'action qui va faire comment est-ce qu'on peut travailler les uns avec les autres. Donc c'est une introduction justement sur comment travailler avec les différentes générations. Si vous avez des questions et des choses comme ça, je vais les prendre maintenant. Si vous avez des questions, vous pouvez pas rester, vous pouvez m'envoyer ou envoyer, je pense, à FMC à l'Université d'Ottawa, et ça me fera plaisir après peut-être de prendre quelques minutes avec vous de manière individuelle et de répondre à des questions dans une autre journée. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Je suis disponible à n'importe quel temps. Et voilà. Excellent. Écoute, merci Alexandre. Juste pour avant, parce que je sais qu'il y en a qui doivent quitter, là, ne pas oublier de remplir l'évaluation de la session. Notre prochaine session, ça va être le 25 octobre, qui porte sur quoi de nouveau avec la MAMO. Alors, je vous invite, vous allez recevoir un lien Zoom. Alors, écoute, je voudrais vraiment te remercier parce que je trouve que c'est incroyable, même si ça fait plusieurs fois que je l'entends, c'est toujours rafraîchissant de voir les différences et de les comprendre. Mm-hmm. Alors, s'il y a des questions, toi, tu es prêt à rester quelques minutes? Oui. OK, parfait. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des gens qui auraient des questions qu'on peut poser à Alexandre maintenant? Docteur Pitt, bonjour, c'est Géraldine. Moi, j'en avais une que j'ai mis. C'est l'extension de comment va grandir la génération alpha et quel héritage pour eux, en fait. Je sais qu'elle est très jeune, mais est-ce qu'on s'en préoccupe maintenant ou pas? C'est encore trop tôt pour la génération alpha, parce que la génération alpha, en fait, les plus vieux viennent juste d'avoir 10 ans. Donc, ils ne sont pas encore vraiment dans les années formatives, parce que vraiment, la personne et les générations se définissent surtout dans tout ce qui est le niveau de l'adolescence. Donc, c'est sûr, en fait, ce qui va être assez intéressant de voir, c'est que cette génération va être définie par tout le monde de Covid et post-Covid. Donc, ce qu'on s'attend à éventuellement voir, ça va être une interaction que la génération alpha va avoir avec les autres générations, notamment d'un point de vue social, pourrait être assez différent, notamment avec tout ce qui est dans le domaine de l'inconscient, quand on pense qu'à des enfants âgés peut-être de 1 an, de 4 ans, mais en fait, ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils voient des gens avec des masques sur le visage. Donc, du coup, qu'est-ce que ça va avoir de manière inconsciente dans leur interaction sociale avec d'autres personnes? Est-ce qu'ils vont être plus renfermés sur eux-mêmes? Est-ce qu'il va y avoir plus d'anxiété? C'est encore assez tôt, mais ça pourrait être éventuellement des pistes qui vont faire qu'il va y avoir un changement d'interaction qui va avoir lieu. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, ça m'a vraiment surpris quand tu parles justement de comment que les soins de santé vont être obligés de changer. Là. Parce que c'est quand même 24/7. Il n'y a pas plus de gens qui sont formés. Alors, ça va être très, très intéressant ou inquiétant, je ne sais pas trop comment ça va aller un petit peu plus tard, là, parce que j'ai pas 8 fois le nombre d'infirmières pour pouvoir leur donner les heures. J'ai pas le double. Puis les soins, en tout cas, ça va être très, très, très intéressant. Alors, j'admire nos leaders médicaux qui devront figurer comment ça va marcher. Ça va être, il va y avoir l'explosion, je ne serais pas surpris, il va y avoir l'explosion du virtuel et du coup, il va y avoir l'explosion du fait qu'en fait, on va être de plus en plus dans un monde globalisé où en fait, oui, ce sera du 24 sur 7, mais ça se peut très bien que lorsqu'on fait un appel, ça va être avec un médecin qui peut être à l'autre bout de la planète, qui va venir juste pour une consultation qui peut se faire de manière virtuelle, il va avoir plus d'accès. Et après, je pense qu'il va falloir diminuer le nombre d'années, car si on diminue pas le nombre d'années, on va attirer moins de personnes. Oui, c'est un risque, mais en même temps, beaucoup de ces personnes disent, écoute, pourquoi je devrais apprendre tellement de choses lorsque j'ai besoin de quelque chose, j'ai juste besoin d'aller sur Internet? Pourquoi je dois faire ces années d'études et avoir tout ça dans ma tête lorsque je l'ai? Pour moi, c'est une habitude d'avoir ça. J'ai pas besoin de connaître tout par cœur. Donc, c'est sûr qu'il va falloir, veut pas, on n'est pas forcément là pour dire c'est bien, c'est pas bien, c'est un peu la réalité. Donc, c'est sûr qu'il va falloir se pencher sur ça et puis
le côté du spécialisé et ouvrir, avoir plus de gens, je pense que ça va être ça, parce que les gens, de toute façon, on le voit maintenant, on n'a pas le choix. Je sais pas si ça arrive à Montfort, mais on le voit à TOH et Chios, que là, on a de plus en plus de résidents, lorsqu'ils finissent leur résidence, ils arrêtent, ils quittent. Ils viennent juste de finir leur résidence et ils quittent le monde médical pour aller faire un travail derrière un bureau ou des choses comme ça, parce ils sont déjà en épuisement professionnel à la fin de leur résidence, à la fin de leur rotation. C'est en train d'augmenter ça. Donc, si on change pas les choses, ben, on continue à se tirer une balle dans le pied. Ah, mon Dieu, ça va être un beau challenge, comme il dit, pour les pédagogues du futur. D'autres questions que vous avez, les participants qui sont encore là? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, gênez-vous pas à nous envoyer vos questions par courriel si vous désirez. Puis encore une fois, Alexandre, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour ceux qui sont là, Alexandre nous revient je pense au mois de juin, qui va nous parler de leadership médical. Alors, ça va être super intéressant. Alors, merci à tout le monde et merci à toi. Parfait, merci. À la prochaine. Merci. Bonne journée. Bye. Bye.